Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons découvrir dans les collections du Musée des Beaux-Arts aujourd'hui la sculpture très importante de Raymond Duchamp-Villon qui est ici à ma droite. Le Grand Cheval, c'est une œuvre extrêmement importante dans l'évolution de la sculpture des avant-gardes à la veille de la Première Guerre mondiale. Importante parce qu'elle conjugue le mouvement futuriste, les ambitions du mouvement futuriste et les ambitions du mouvement cubiste. La version que vous avez ici n'a jamais été connue de l'artiste lui-même. Il avait réalisé, avant d'être appelé en tant que médecin auxiliaire des armées en août 1914, il avait réalisé ce qu'on appelle un bozzetto, une étude, l'aboutissement de ses études, une œuvre qui mesure une quarantaine de centimètres en plâtre, formellement extrêmement proche de celle que vous avez ici, et qui est conservée à l'heure actuelle au musée des Beaux-Arts de Grenoble, grâce à un don de la famille des Duchamp. Nous allons voir les étapes qui ont précédé à l'aboutissement de cette œuvre majeure dans les collections du musée et majeure dans le panorama de la sculpture des avant-gardes en France vers 1914. Alors Raymond Duchamp-Villon, tout aussi moderne qu'il est quelqu'un qui dans ses sujets s'inscrit dans une certaine tradition. Il n'a aucune innovation à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui va faire tout au long de sa carrière de sculpteur un travail basé sur le portrait, sur la figure humaine. Et à partir des années 1911, on a la première trace, d'un dessin assez rapide montrant un cavalier en train de tirer par son licol un cheval. Et cette idée de la sculpture équestre, qui est un sujet tout à fait traditionnel dans le domaine de la sculpture, ça traverse toute l'histoire de l'art occidental, c'est quelque chose qui va mûrir et qui va prendre un tournant décisif à partir de septembre 1913. Mais là, il ne va pas consacrer son sujet équestre, à un quelconque général ou à un militaire antique. Il va oublier cette dimension-là pour lui donner une dimension tout à fait moderne. Et ce qui va nourrir ses recherches à partir de septembre 1913, c'est l'observation de joueurs de polo, à cheval donc, au polo de Bagatelle, qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et à partir de septembre 1913, toute une série de dessins, de plus en plus synthétiques, très vite oubliant le rapport, l'obéissance à l'observation de la nature, toute une série de dessins synthétistes vont être en parallèle travaillés à travers différentes sculptures qui sont modelées dans un premier temps. Nous en avons un témoignage ici avec cette sculpture qui montre encore la présence d'un cavalier sur le dos du cheval. Assez rapidement, il va abandonner l'idée d'un cavalier associé au cheval pour ne garder que le cheval par lui-même. Le projet de Raymond Duchamp-Villon, après, va évoluer au fil des mois. La sculpture avec l'homme légèrement penché sur le dos montre non seulement un cavalier, mais encore quelques aspects naturalistes. D'étape en étape, à travers le dessin et à travers des jeux de modelage, il va aboutir au très modeste petit plâtre que vous avez ici, qui présente un choix de forme complètement tiré du monde mécanique, dans un abandon quasi complet de tout rapport immédiat à la réalité. La sculpture est modeste, mais elle est vraiment importante dans l'esprit de Raymond Duchamp-Villon, comme en témoigne sa signature, son monogramme, RDV, dessinant une sorte d'allusion de silhouette de chat. Il signe assez rarement et ses dessins et ses œuvres. C'est quelque chose qui prouve que vraiment il attache une véritable importance à cette œuvre, parce que c'est là qu'il a trouvé quel serait son parti pris de composition, ces jeux de trajectoire, de rupture, de lignes qu'on va retrouver dans l'œuvre plus aboutie qui va être élaborée quelque temps après. C'est la guerre de 14-18 qui va finalement empêcher Raymond Duchamp-Villon de mener au bout son ambition d'une sculpture monumentale. On sait que dans le courant de juillet-août 1914, là, à la veille de son départ en tant que médecin auxiliaire des armées, qu'il est en train de travailler, une photo en témoigne, sur une armature relativement grande, démontrant l'ambition d'une sculpture qui devait faire certainement 1 mètre de haut.
Malheureusement, son passage au front va lui être fatal, parce que à peine un mois avant la fin du conflit en 1918, il est au terme d'une maladie assez longue, il a eu la fièvre typhoïde, il a une attaque d'urémie qui lui est parfaitement fatale et il meurt le 9 octobre 1914. Le projet avait continué le 9 octobre 1918. Le projet avait continué à mûrir dans sa tête, parce que des dessins des années 1917-1918 montrent encore des recherches envisageant une évolution peut-être plus souple dans la définition, plus souple et plus dynamique dans la définition de son cheval. Mais ce que lui va léguer à la postérité, c'est un Bozzetto, un projet final abouti, mais qui n'a pas l'échelle souhaitée par l'artiste. Bozzetto, donc de 44 cm, conservé à Grenoble. En revanche, il fait partie d'une famille où il y a de nombreux artistes, la fameuse famille des Duchamp, et à la fois son frère aîné Jacques Villon et son frère cadet Marcel Duchamp vont, très marqués par la perte de ce frère tant aimé, vont vouloir faire aboutir son projet et faire perdurer la mémoire de cet artiste véritablement important à l'aube du XXe siècle. Et en 1930-1931, un premier agrandissement est fait sous le contrôle de Jacques Villon. Agrandissement dont vous avez le plâtre ici, qui va ensuite être tiré quelques années plus tard sous la forme d'œuvres en bronze. L'œuvre est rebaptisée, Raymond Duchamp-Villon parlait de cheval. À partir de ce premier agrandissement, on va parler du grand cheval. Et ici, vous avez le plâtre qui était conservé, qui a été mis au point dans l'atelier. Il y a toute une série de marques au crayon qui sont des points de repère pour ensuite permettre de créer les éléments du moule afin de créer, d'entraîner ensuite une fonte du bronze. On a bien encore la silhouette d'un cheval, les naseaux seraient quelque part par ici, la tête, la crinière, l'encolure. Il reste l'évocation d'un sabot, une jambe du cheval, deux peut-être, ici. Mais là, le vocabulaire naturaliste a totalement disparu. S'il reste une sorte d'évocation de la silhouette globale du cheval, les détails sont totalement annulés au profit d'une recherche plastique basée sur des formes totalement mécanistes. Effectivement, Raymond Duchamp-Villon, à travers cette sculpture et à travers le thème du cheval, rend une ode véritable au monde industriel, à la puissance de la machine, qui intéresse énormément les artistes des avant-gardes à l'aube de la Première Guerre mondiale. La sculpture, d'ailleurs, dans cette passion, dans ce goût pour la vitesse, dans la prise en compte d'un monde de plus en plus mécanisé, accéléré, rapproche le sculpteur des futuristes. Sauf qu'ici, il y a vraiment un enchaînement des formes et des ruptures qui restent souples et harmoniques. Il n'y a pas ce que lui qualifiait de cinématographique, ces successions de plans différents ou de formes différentes qu'on retrouve chez les futuristes. Donc il rejoint le terrain de jeu des futuristes, cette fascination pour le progrès, la vie, le monde moderne au sens large du terme, mais il le traite sous un mode peut-être un peu plus classique, en tout cas plus apaisé. Et si on regarde la sculpture, effectivement, il y a des choses, des enroulements qui évoquent des pièces mécanistes. Ici, on a quelque chose qui évoque une bielle de locomotive et des pièces qui renvoient à des éléments qui seraient des éléments relevant du monde industriel, comme une sorte d'aile de voiture. Des choses tout à fait nouvelles dans l'environnement visuel de l'époque. Alors dans ces aspects mécanomorphes, parfaitement explicites, avec cet autre point de vue sur la sculpture, on voit très bien ces jeux comme des bielles, ces jeux tout à fait mécanistes, on a quelque chose qui rapproche effectivement dans ce choix de vocabulaire trempé, qui trouve sa source dans le monde industriel, qui rapproche de façon flagrante l'artiste du milieu de l'esprit cubiste. Et effectivement, les frères Duchamp vont participer d'un groupe parallèle au cubisme qui s'élabore à Paris entre Braque et Picasso. Les deux frères aînés, Jacques Villon et le sculpteur Raymond Duchamp-Villon, habitant à Puteaux depuis 1906-1907, on parle de groupe de Puteaux, pour ce groupe d'artistes autour desquels gravitent des gens qui s'appellent Kupka, qui s'appellent Archipenko, un théoricien, un écrivain comme Apollinaire. Il y a toute une série d'artistes, Fernand Léger par exemple, qui participent de ce groupe, qui est vraiment parallèle au cubisme que développent Braque et Picasso à Paris. Donc effectivement, c'est une œuvre totalement cubiste,
dans le choix d'un vocabulaire mental, d'un vocabulaire géométrique, qui n'est pas le vocabulaire proposé par l'observation de la nature, mais d'une traduction faite par le cerveau des formes naturelles. Et effectivement, cette œuvre est totalement cubiste dans ce parti pris de géométrisation, dans ce parti pris de simplicité. Les détails ici, les yeux du cheval, les naseaux, les oreilles ont totalement disparu. Et au-delà du vocabulaire cubiste, il y a ce sens à la fois de la synthèse et ce sens du fragment qu'on retrouve notamment dans le sabot qui est ici. Une partie peut signifier le tout. Et effectivement, cette stratégie fait partie des partis pris plastiques, des façons de définir le réel qu'on trouve à l'échelon de tout le cubisme, quelles que soient ces différentes écoles. L'œuvre va connaître une troisième étape dans son jeu successif d'agrandissement. Donc après la maquette de Raymond du Chambillon, le grand cheval, consacré à un cheval, le grand cheval sous le contrôle de Jacques Villon, qui en tant que peintre n'a fait que superviser la réalisation par un sculpteur, par un praticien, pourrait-on dire. Et puis en 1966, va avoir lieu l'agrandissement final, qui fait à peu près 1,50 m de hauteur, qui lui aussi va entraîner toute une série de fontes, de 14 numéros en tout, entre 1966 et parfois tardivement 1984. C'est-à-dire largement après la mort de Raymond du Chambillon, décédé en 1918, et largement après la mort de ses deux frères, décédés dans les années 60. Et c'est lors de ce dernier agrandissement de cette œuvre, qui désormais était reconnue comme une œuvre importante, quand il meurt en 1918, Raymond du Chambillon est surtout connu pour une œuvre à scandale, la maison cubiste, dont une maquette a été exposée au Salon d'automne en 1912 à Paris, et de son vivant, c'est ça qui lui avait donné un certain renom. Mais le cheval majeur est quelque chose, le grand cheval est quelque chose qui était resté relativement moins connu. Et puis l'œuvre s'est imposée avec le relais de ses deux frères. Et à partir de 1966, Marcel Duchamp va rebaptiser, avec ce sens de l'esprit, du jeu de mots, de l'humour et de l'hommage mêlé envers l'œuvre de son frère, va baptiser le cheval majeur. Alors cheval majeur parce qu'effectivement il avait terminé sa croissance, il était arrivé à cette taille monumentale qui était véritablement l'ambition première, le souhait de Raymond du Chambillon. Cheval majeur parce qu'effectivement c'est une œuvre véritablement majeure dans le panorama de la sculpture d'avant-garde autour de 1914. Et puis dans l'esprit de Marcel Duchamp, il y a aussi un jeu de mots, c'est-à-dire que cheval majeur, c'est un jeu de mots avec cheval vapeur. Je vous rappelle qu'on est dans une sculpture qui est une sorte d'allégorie de la modernité, de son goût pour la vitesse, pour la puissance, pour le monde mécaniste, et qu'à l'heure actuelle encore, dans notre monde totalement dominé par un mouvement mécanisé, non plus d'origine naturelle, la puissance d'un moteur est encore estimée en termes de cheval. Une voiture fait 2 chevaux, ou un moteur de n'importe quelle chose est estimé selon cet étalon de base. Donc le jeu de mots est tout à fait pertinent, tout à fait logique, et il renvoie à ce qui était vraiment l'ambition de Raymond du Chambillon, de faire une sculpture qui témoigne des passages d'un monde encore dominé par la nature à un monde dominé par une culture complètement industrielle. Et effectivement, Raymond du Chambillon est né en 1876. C'est quelqu'un qui a donc connu dans son enfance et son adolescence ce qu'on a appelé la seconde révolution industrielle, cette révolution industrielle qui touche plus simplement les modes de production, mais les modes de vie au quotidien. Il fait partie de cette génération qui a vu s'imposer le train à l'échelon de tout le territoire en France. C'est quelqu'un qui a pu voir aussi l'essor du vélo, l'essor de ce qui va devenir les motos, les mobylettes, l'apparition très simplement de l'automobile et de l'aviation. Tout ça se joue de façon très resserrée dans les années autour de 1900, enfin un peu avant, un peu après 1900. Donc effectivement, le passage de la vitesse par le biais de la machine, c'est une réalité de la vie, de la société de l'époque, et c'est bien ce qu'il traduit dans cette œuvre, qui est une ode tout à fait consciente du passage à un autre monde, où
la vitesse allait être une valeur absolument essentielle. Ça le reste toujours d'ailleurs, un des mythes valorisés dans nos sociétés et nos consciences personnelles. Donc 9 tirages en bronze vont être édités à partir de 1966, un cheval majeur rebaptisé par Marcel Duchamp. Le dernier, encore présent sur le territoire français, va être acheté en 1976 à la demande d'André Malraux. C'est quelque chose qui est acheté par le Fonds national d'art contemporain et qui est mis en dépôt à la préfecture de Rouen. Et là, il y a une intervention supplémentaire de Marcel Duchamp qui avait donné le titre définitif cheval majeur à l'œuvre de son frère Raymond Duchamp-Villon. Et Marcel Duchamp va rajouter un socle mécanisé qui fait qu'on n'a pas à tourner autour de la sculpture. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours voir, c'est exposé à la préfecture de Rouen, aux abords du centre-ville. Et puis en 1984, il y a encore un ultime tirage qui est fait, le 14e. Et là, il y a un changement de matière. Tous les différents tirages qu'il avait pu faire, là, les 2 agrandissements successifs, ou en 1976, un tirage sous le contrôle de l'épouse de Marcel Duchamp, Tini Sattler, du Bozzetto, là, d'une quarantaine de centimètres, conservé à Grenoble. Tout ça a été fait avec un matériau tout à fait classique, traditionnel, qui est celui du bronze. Et on le sait par une lettre de Raymond Duchamp-Villon, ce sujet consacré à la modernité, il voulait qu'il soit traduit non plus dans le bronze, matériau ancien, traditionnel, mais dans une matière beaucoup plus contemporaine, qui était celle de l'acier. Et c'est ce qui va être fait en 1984, à la demande du musée des Beaux-Arts de Nancy, où se trouve conservée l'œuvre à l'heure actuelle. C'est exactement le même parti pris formel, bien sûr, l'agrandissement organisé en dernier lieu par Marcel Duchamp, mais avec ce matériau qui lui résonne parfaitement bien dans son caractère de modernité, avec l'ambition de la sculpture de Raymond Duchamp-Villon.